Cela fait maintenant un mois, à peu près, un peu moins d'un mois, que la troisième vague a commencé en Guyane et les chiffres ne baissent pas, les courbes continuent de monter. La semaine dernière, en moyenne, 154 nouveaux cas ont été recensés tous les jours. Où en est-on ? Comment se passe la situation actuelle dans les hôpitaux, surtout dans les services de réanimation, et peut-on avoir une estimation du temps qu'il reste avant que la Guyane connaisse enfin une accalmie ? Pour en parler, nous sommes ce matin avec l'infectiologue Loïc Epelboin du CHC, du centre hospitalier de Cayenne. Bonjour. Bonjour Monsieur Zanit. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Je vais vous poser une question simple et naïve peut-être pour commencer. Est-ce que la situation, elle est grave ? On voit les chiffres, on voit les décisions qui sont prises, et quand on est comme moi et comme très certainement beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, pas forcément des experts en épidémiologie, on comprend pas tout. Du coup, c'est quoi votre diagnostic, j'ai envie de dire, sur cette période, cette troisième vague qui, quand on regarde les courbes, a l'air de se rapprocher de ce qu'a été la première vague l'année dernière ? Oui, tout à fait. La situation, je pense que aujourd'hui, elle est grave. Elle n'est pas hors de contrôle, mais elle est grave. Un certain nombre de services, notamment au centre hospitalier de Cayenne, pour l'instant Kourou et Saint-Laurent, ça reste encore correct, mais au centre hospitalier de Cayenne, les services à la fois de médecine, les nombres de lits Covid dédiés au Covid et la prise en charge des malades Covid a augmenté progressivement. On est aux alentours de 45 lits aujourd'hui, quasiment tous remplis. En réanimation aussi, on est monté quasiment à 40 lits, avec même une équipe de militaires qui est venue et qui gère 6 lits dans l'hôpital. Et en tout cas, dans les services de médecine, oui, là, on est, à proprement parler, on est, oui, 60-70%, ça doit être cohérent, oui. Quand on voit tous les indicateurs, on se retrouve à peu près dans les mêmes proportions que l'année dernière au moment du pic de la première vague, où on est quand même encore un petit peu en deçà. Non, on est à peu près dans les mêmes proportions. Alors on a ouvert un petit peu moins de lits que la dernière fois, mais vu les besoins à l'heure actuelle en lits pour pouvoir prendre en charge les patients, ça va augmenter. Et puis on voit aussi des choses qui se passent ailleurs en Guyane, notamment nous, une des communes qui nous inquiète énormément aujourd'hui, c'est Grand-Santi. D'accord. Grand-Santi, qui est une des premières communes de l'intérieur qui a subi la troisième vague, là, avec des cas réguliers. On a déjà un vieux monsieur qui est mort il y a quelques jours. Là, en ce moment, il y a 3 personnes âgées qui sont au centre de santé de Camopi avec besoin de beaucoup d'oxygène qu'il va falloir transférer d'une façon ou d'une autre. On sait que sur le Maroni, les gens sont pas très inquiets, pas très inquiétés par le Covid, ce qui explique d'ailleurs une très faible adhésion à la vaccination. Mais là, il se passe des choses clairement du côté de Grand-Santi, et ça nous inquiète. Avec un risque aussi peut-être pour d'autres communes de l'intérieur, ou pour l'instant vraiment il y a que Grand-Santi ? Pour l'instant il y a Grand-Santi. C'est vrai qu'il y a des phénomènes qu'on comprend pas forcément. Tant mieux, hein. Maripasoula pour l'instant est plutôt épargné. Saint-Georges, on en entend parler, plutôt épargné aussi. On a eu des foyers qui ont débuté du côté de Regina, de Cacao, mais pour l'instant ils se sont contrôlés seuls. Enfin, on a un petit peu aidé, mais voilà, il n'y a pas eu d'explosion. Donc voilà, on est très vigilant. On sait que de toute façon c'est vraiment le littoral, l'île de Cayenne, Kourou qui explose, mais les centres de santé, on est quand même inquiets parce que ils sont loin, parce que les transports sont pas toujours évidents. Quand on a un monsieur qui s'aggrave en fin de journée, l'hélico il peut pas forcément se déplacer. Vous avez vu la météo qui est en ce moment. Parfois même la semaine dernière, il y a un hélico qui a dû faire demi-tour. Il a pas pu aller chercher le patient parce que le temps le permettait pas. Donc on n'est pas complètement serein. Des cas majoritairement concentrés, hein, vous l'avez dit, sur l'île de Cayenne, puisque à chaque fois, quand on regarde les derniers Covid info, il y a à peu près un bon 2/3 des nouveaux cas recensés qu'ils sont sur l'île de Cayenne majoritairement. Oui, tout à fait. C'est impossible de savoir combien de temps elle va durer cette troisième vague, si on se base sur les courbes et sur les données qu'on a pu recueillir à l'occasion des deux premières vagues. On peut pas faire de prédictions ou avoir une idée du temps qu'elle va durer en Guyane. Ouais, il y a plusieurs prédictions qui existent maintenant. Ce que nous ont montré quand même les épidémies de ces dernières années, que ça soit la dengue, le chikungunya ou les épidémies de virus respiratoires comme la grippe ou maintenant le Covid-19, c'est que on fait des prévisions et puis derrière la nature elle se joue un peu de nous, d'autant qu'on met tout un tas de facteurs confondants, on met un confinement, on l'enlève, on met du vaccin ou on le met pas, au contraire. Chez nous, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, il y en a qui disent qu'on aurait probablement un pic entre début juin et mi-juin, et puis ça redescendra ensuite, on espère en tout cas. Donc il n'y aura pas de changement avant un bon mois en Guyane. Là, dans l'immédiat, on est en phase ascendante et on est surtout en train de serrer les dents et le reste. J'ai entendu la directrice de l'ARS parler de commencer à débuter des évacuations sanitaires vers la Martinique. Fort heureusement, du côté de la Martinique, ça s'est calmé, ce qui fait qu'ils ont des lits qui se libèrent. Ouais. Mais oui, encore une fois, on n'est pas serein. Le nombre de lits n'est pas complètement extensible en Guyane, même s'il a été énormément augmenté par rapport à la normale si on prend fin 2019, pardon. C'est quoi les différences d'ailleurs notables qu'on peut mettre en avant entre la troisième vague qu'on connaît actuellement et les deux premières qu'on a pu avoir?
Alors c'est pas forcément à percevoir, c'est des impressions globales. Dans les chiffres un peu plus clairs, on a l'impression que la moyenne d'âge en réanimation est plus faible. C'est vrai qu'on avait eu l'habitude d'entendre que les personnes qui étaient en réanimation, c'était les personnes âgées, surtout au début. Tout à fait. Alors là, c'est un peu plus faible. On a quelques cas. Je sais que Madame Debord en a parlé à plusieurs reprises. Un jeune homme de 19 ans dans un état grave lié au Covid en réanimation. Voilà, on a d'autres cas de patients en salle plus jeunes, sans forcément de facteurs de risque et avec des tableaux assez cognés. Donc globalement, on a cette impression-là. Maintenant, c'est très difficile de faire la part des choses parce que on peut toujours mettre ça sur le dos du variant brésilien. On sait qu'il occupe 80% des cas séquencés aujourd'hui. Il y a une quinzaine de pourcents, 15-20% pour le variant anglais. Mais malgré tout, si on regarde la vaccination aujourd'hui, elle a quand même plus été active chez les personnes âgées. Donc c'est normal que les personnes âgées soient un petit peu moins touchées, que ce soit plutôt des gens un peu plus jeunes qui aillent à l'hôpital. On n'est pas forcément sûr que c'est le variant brésilien lui-même qui atteint les plus jeunes. Loïc Ebelbois, on avait eu la sensation il y a une quinzaine de jours à peu près que l'épidémie avait atteint un plateau et finalement pas du tout quand on voit le nombre de cas qui sont recensés tous les jours. On s'est fait avoir. Il va falloir finalement qu'on s'habitue à n'avoir aucune visibilité sur les semaines qui viennent. Je sais pas, oui, enfin, même nous, en tant que professionnels, l'avenir, il est quand même, c'est le grand brouillard, on voit ça, il y a, dans les médias, dans le monde, etc., on voit tout un tas de scénarios qui sont proposés, ceux qui disent qu'on va en venir à bout d'ici quelques mois, ceux qui disent que ça va se transformer comme la grippe en quelques années. De temps en temps, là, forcément, j'ai eu un petit instant de découragement comme tout le monde en me disant, mais en fait, est-ce qu'on est parti pour se faire un confinement toutes les 4 mois pour les années à venir? Enfin, c'est difficile à dire et c'est pas moi qui vais me lancer là-dedans. Vous avez les plus grands experts mondiaux qui font de la modélisation. Ouais. Ils se plantent tous les uns après les autres. C'est difficile, hein. Comme je le disais, la nature, elle fait un peu ce qu'elle veut. Est-ce qu'on sait comment et pourquoi le nombre de cas a explosé comme ça en quelques semaines? Au début du mois de mars, le taux d'incidence était seulement de 21. Aujourd'hui, on est à 400. Il vient d'où le problème? C'est quoi? C'est l'apparition du variant amazonien? C'est un relâchement au niveau des mesures sanitaires? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à pointer du doigt? Il y a un petit peu tout. Enfin, il y a effectivement le variant amazonien qui a commencé à circuler dans la population. Malgré tout, et même si c'est une maladie grave pour tout un tas de personnes, ça reste une maladie peu symptomatique pour finalement une grande majorité de gens. Ce qui nous inquiète, c'est les 10-15% qui vont faire des formes graves. Et encore, je parle pas de ceux qui font une forme pas grave, mais qui vont faire un Covid long derrière. Et ceux-là, on commence à s'en préoccuper de plus en plus, mais c'est pas le sujet du jour. Donc probablement que oui, le virus circulait à bas bruit, avec des gens qui sont pas beaucoup dépistés parce qu'ils en ont marre. On en a tous marre de se prendre des cotons-tiges dans le nez et on espère tous pouvoir trouver une méthode plus simple. Et puis on a envie de passer à autre chose. Et puis les gens ont envie d'en passer à autre chose parce qu'on avait un confinement qui permettait quand même une certaine vie sociale. Probablement qu'on l'a payé un petit peu. Hein. Je vais pas me plaindre. J'ai aussi profité des restaurants. On paye aujourd'hui les conséquences de ce qui a été ouvert finalement depuis ces derniers mois. Probablement, mais c'est pas que ça. Enfin, je veux dire, encore une fois, les gens y vivent, quoi. C'est pas naturel de vivre enfermé, chacun chez soi. L'homme est un animal grégaire, est un mammifère grégaire, donc c'est normal qu'on vive ensemble. Je vais pas vous demander, évidemment, d'attribuer des bons ou des mauvais points aux autorités sanitaires, à la préfecture, à l'ARS, mais finalement, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? C'est difficile parce qu'en même temps le faire trop tôt, on voit bien que quand on s'est tous confinés en mars 2020, de mars à mai 2020, alors on est d'accord qu'on n'a pas eu de vague à ce moment-là. Maintenant, qui pourrait dire que si on n'avait pas confiné, on l'aurait eu ou pas? Enfin, c'est difficile. C'est un peu ce qui se passe en ce moment, c'est que tout le monde a son avis sur tout et tout le monde est convaincu de choses qu'on pourra pas démontrer a posteriori. Non, enfin encore une fois, on en a profité. Là, ça vient. Est-ce qu'on aurait dû fermer plus tôt? J'en suis pas convaincu non plus. Encore une fois, il y a effectivement eu cette vague de janvier qui est partie un peu toute seule en remettant des mesures de confinement pas majeures. On a cru qu'on s'en sortait. Celle de mars est arrivée ensuite. On a commencé à resserrer. Là, il y a eu le plateau. On s'est dit peut-être qu'on est en train de gagner la bataille. Pourquoi ce plateau et tout d'un coup ça explose derrière? C'est difficile, hein, en tout cas voilà. Le virus il circule dans la population, des endroits où il circule plus que d'autres. Il y a un certain nombre de communes qui sont épargnées. Alors aussi un petit appel à des gens qui iraient se balader, sûrement pour des bonnes raisons professionnelles, dans des communes un peu isolées. Camopi, Trois-Sceaux, essayez d'ajourner votre séjour si vous le pouvez. C'est des communes qui sont éloignées. Si on pouvait éviter une épidémie là-bas, ce serait pas mal. Ou alors faites-vous tester avant. D'autant Loïc Ebelbois qu'il y a d'un côté les décisions qui sont prises et de l'autre finalement l'acceptation par la population. Je sais pas si vous avez vu ce rassemblement ce week-end à l'initiative du mouvement citoyen ODAC pour protester contre les mesures de restriction. Il va falloir aussi tenir compte de ça, du fait qu'on n'est pas comme l'année dernière, on n'est pas dans un sentiment de découverte du virus de la part et du confinement de la part de la population et que peut-être on va arriver à un ras-le-bol généralisé. Bon, le ras-le-bol généralisé à mon avis il est arrivé depuis longtemps. Mais qui va se traduire. Même si en Guyane, faut quand même reconnaître qu'on a quand même beaucoup moins souffert.
pour une majorité de gens qu'en métropole, où, encore une fois, je sais bien que c'est pas un exemple, mais des copains qui me racontaient qu'ils ont pas mis les pieds au restaurant ou dans un bar depuis un an à Paris. Bon, nous on est un peu, on est dans une situation différente. Alors évidemment, il y a aussi des classes défavorisées qui elles sont vraiment dans la galère depuis un an, qui du fait du Covid ont vraiment des difficultés à se déplacer, à trouver du boulot, à travailler, à mettre du pain dans l'assiette des enfants. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande faite par de plus en plus de monde de fermer les établissements scolaires pour briser, j'ai envie de dire, les chaînes de contamination ? Je suis pas complètement convaincu parce que les gamins ils vont pas rester enfermés chez eux. Oui, il y a clairement un risque que ça circule chez les enfants. Je pense qu'il faut être hyper vigilant. On a des gens au rectorat qui regardent un petit peu ce qui se passe et qui ferment relativement facilement les classes ou les établissements quand il y a des cas. Fermer tout, je suis pas, encore une fois, on est dans la balance bénéfice-risque. Aujourd'hui, il y a de telles difficultés au niveau de la jeunesse de Guyane que je crois que malgré tout, il faut quand même laisser les établissements scolaires ouverts pour que les enfants ils avancent, ils progressent. Le compromis me paraît logique aujourd'hui. Maintenant, si tout explose de partout, peut-être qu'il faudra changer les choses. Pour l'instant, ça me paraît un bon compromis. La même balance finalement qu'on peut avoir avec le secteur économique, de savoir quelles sont les conséquences et quels sont les coûts. Alors Loïc Epelboin, encore une fois, j'ai envie de dire, les hôpitaux guyanais sont sous tension. Je radais les chiffres hier soir, près de 70%, je l'ai dit, mais bon, on avait un petit doute là-dessus, des lits de réanimation qui étaient occupés. En tout cas, il y en a beaucoup. Ce qui décide, ce qui motive les décisions qui sont prises et qui seront prises, c'est avant tout le secteur de la réanimation, encore une fois. Oui, tout à fait, parce que si les lits sont complètement embolisés, qu'il y a plus de cas graves, on n'aura plus d'endroit où mettre les gens. Et si on doit sélectionner les gens sur leur âge, leur antécédent, telle personne, si vous avez 2 personnes de 65 ans qui se présentent avec, je sais pas moi, un monsieur qui a un antécédent de cancer de prostate pas complètement réglé, puis un qu'on n'en a pas, on peut être amené, si on n'a plus assez de lits, à choisir celui qui a pas de cancer. Enfin, c'est abominable parce que le cancer de prostate, c'est pas quelque chose qui risque d'être grave tout de suite. On risque de devoir faire des choix qui plairont à personne et à nous en premier. Il y a un risque là dans les jours qui viennent d'avoir une multiplication du nombre de patients qui vont être hospitalisés. Oui, complètement, parce que en fait, on est toujours avec ce virus, on est toujours en décalage entre le moment où on se contamine, le moment où on fait les premiers signes. Et contrairement à d'autres maladies, le Covid, il est grave au 7e jour après le début des signes. Au début, c'est juste de la fièvre, une grippette, on dit tout va bien. Et en fait, en particulier chez les gens avec des facteurs de risque, c'est au 7e jour qu'il y a toute cette fameuse inflammation dans le poumon. Lui, le virus, il commence à guérir, mais il a provoqué une très grosse inflammation dans le poumon, puis dans le reste du corps, à l'origine d'une catastrophe sur le plan respiratoire. Et puis décalage entre la décision qui est prise et les conséquences de cette décision, à savoir le reconfinement adapté dans lequel on est depuis quelques jours. C'est pour ça qu'on est toujours sur ces délais de 15 jours. On nous a dit que le confinement, il serait que de 15 jours. J'espère qu'il sera que de 15 jours. Dernière question, Loïc Epelboin, pour terminer, la seule solution, la vaccination selon vous? Oui, alors j'ai l'impression d'être accusé en permanence, d'être le soutien de Big Pharma, etc. Mais aujourd'hui, ceux qui sont contre, donnez-moi la solution que vous avez à la place. Encore une fois, il y a des centaines de millions de personnes qui sont fait vacciner dans le monde et qui vont très bien, on leur a pas pu injecter la 5G, ils n'ont pas développé des maladies auto-immunes, ils n'ont pas fait des trucs catastrophiques. On a vu des mauvais signaux avec le vaccin AstraZeneca, on l'a pas ici et on l'aura pas. Aujourd'hui, on voit des pays où on a appliqué correctement la vaccination, genre Israël, où les gens ils se débarrassent progressivement de toutes les mesures contraignantes liées au vaccin. Je sais qu'il y a certains pays où le vaccin reprend, où l'épidémie reprend malgré le vaccin. Encore une fois, il faut regarder quel vaccin c'est. Là, on parle beaucoup des Seychelles, mais c'est un vaccin chinois avec une efficacité bien moindre que le Pfizer. Et oui, encore une fois, laisser les gens retourner à la vie normale, c'est plus on sera vacciné, plus on aura développé cette immunité collective et plus on s'en sortira. Et c'est vrai que là, tous ces trucs qui circulent partout, même des amis proches, même des soignants qui hésitent, qui doutent, que oui, on verra, je sais pas quoi, s'il vous plaît, allez-y, on s'en sortira pas. Et oui, aujourd'hui, on se ment pas, il y a quelques cas de patients qui attrapent le Covid aujourd'hui alors qu'ils sont vaccinés. Mais à part les 2 personnes de la Réad, on a parlé il y a 15 jours, qui sont des cas très spéciaux, sinon tous les autres cas, c'est des gens qui ont fait des formes très peu symptomatiques, voire asymptomatiques, et c'est comme ça qu'on va casser l'épidémie, c'est en étant un maximum vacciné. On ne l'aura pas injecté la 5G à propos de cette vaccination. Merci beaucoup Loïc Epelboin d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes infectiologue au CHC, au centre hospitalier de Cayenne, et vous étiez avec nous pour faire le point un petit peu sur la situation sanitaire du territoire. Merci beaucoup. Radio